Bonjour mes amis, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Vous allez adorer celle-ci. Alors imaginez, vous essayez simplement d'être une personne raisonnable, de ne pas vous ruiner pour votre propre mariage, et somehow, vous devenez le méchant de l'histoire. Concept fou, non? Parce qu'apparemment, demandez, hey, peut-être qu'on n'a pas besoin d'une sculpture de glace géante, et pratiquement un crime contre l'humanité. Et ne me lancez même pas sur ce qu'un voyage d'enterrement de vie de jeune fille peut faire à quelqu'un, ou plutôt, ce qu'il révèle vraiment. Parce que parfois, les gens ne changent pas réellement, ils arrêtent simplement de cacher qui ils sont vraiment. Cette histoire a tout, des assiettes qui volent, des chaussures qui deviennent des armes, la police à la porte, des explosions sur les réseaux sociaux, et une fin devant un tribunal. Et à travers tout ça, un gars a continué à penser que le problème, c'était lui. Spoiler, ce n'était vraiment pas le cas. Alors prenez quelque chose à boire, installez-vous confortablement, et plongeons ensemble dans ce chef-d'œuvre absolu du désastre. Ma fiancée m'attaque avec des assiettes et des chaussures qui volent une semaine avant notre mariage parce que je ne veux pas augmenter le budget, mais elle finit par dépenser encore plus alors que nous ne sommes même pas encore mariés. J'étais sur le point de me marier dans quelques jours, jusqu'à ce que ma fiancée annule tout le mariage. Tout semblait aller bien jusqu'à ce qu'elle parte en voyage d'enterrement de vie de jeune fille avec ses amis. C'est là que les choses ont commencé à changer. Quand elle est revenue de ce voyage, elle ne semblait plus être elle-même. Dès que je l'ai vue à l'aéroport, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Elle avait l'air bouleversée, comme si quelque chose de lourd pesait sur elle. Normalement, elle aurait couru vers moi, m'aurait serré dans ses bras et m'aurait raconté tout son voyage. Mais cette fois, elle a à peine prononcé un mot. J'avais l'impression de venir chercher une étrangère, pas la femme que j'étais sur le point d'épouser. En essayant de lui remonter le moral, j'ai fait un effort pour lui cuisiner son plat préféré, des pâtes, au cas où vous vous poseriez la question. Je pensais que cela lui ferait plaisir et lui montrerait combien elle m'avait manqué, mais au lieu d'être heureuse ou reconnaissante, elle m'a attaqué. Elle m'a dit qu'elle avait déjà mangé et que j'avais perdu mon temps à cuisiner pour elle. Je lui ai répondu que ce n'était pas grave, mais elle a commencé à dire qu'elle se sentait coupable de ne pas vouloir manger ce que j'avais préparé. Ce petit détail s'est transformé en dispute, et j'ai senti que sa frustration ne concernait pas vraiment les pâtes. J'ai essayé de rester calme quand elle s'est énervée à propos des pâtes. Je lui ai dit que ce n'était absolument pas grave, qu'elle n'était pas obligée de les manger tout de suite et qu'elle pourrait toujours les garder pour plus tard si elle le voulait. Au lieu d'apaiser la tension, elle a soudainement transformé cela en une dispute beaucoup plus grande. Elle m'a dit que je ne lui demandais jamais son avis avant de faire quelque chose pour elle, que je faisais simplement des suppositions et agissais de mon propre chef. Puis, sans me laisser expliquer, elle a dit qu'elle allait dans la chambre pour dormir afin que sa mauvaise humeur passe. J'ai supposé qu'elle était peut-être fatiguée à cause du voyage en avion et que c'était pour cela qu'elle était irritable. Honnêtement, je pensais que quelques heures de sommeil suffiraient à remettre son humeur à zéro et qu'elle redeviendrait elle-même en se réveillant. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé le lendemain. Les choses ne se sont pas améliorées, elles ont seulement empiré. À partir de ce matin-là, j'ai eu l'impression que chaque petite chose que je faisais devenait une raison de se disputer avec moi. Si j'essayais de l'aider pour quelque chose, elle s'énervait. Si je m'asseyais pour passer du temps avec elle, elle trouvait une raison de transformer cela en dispute. C'était comme si plus rien de ce que je faisais n'était correct, même pas les petites choses simples qui la rendaient heureuse auparavant. Hier, sortie de nulle part, elle m'a dit que j'étais manipulateur émotionnellement et qu'elle espérait que je finirais avec une partenaire, plus intelligente. Tout cela a commencé parce que je lui ai demandé de ralentir avec les dépenses du mariage, qui commençaient à devenir incontrôlables. Pour donner un peu de contexte, ma fiancée n'a absolument aucune économie. Elle n'a jamais vraiment eu l'occasion de construire une sécurité financière. Elle vient d'un milieu modeste et sa relation avec ses parents est tendue. Ils lui parlent à peine et ne s'impliquent presque pas dans sa vie. D'ailleurs, ces personnes ne sont même pas invitées au mariage, mais c'est une autre histoire. À cause de tout cela, elle a toujours vécu pratiquement de salaire en salaire. De mon côté, j'ai été prudent et discipliné avec l'argent toute ma vie. J'ai économisé pendant des années, et c'est ainsi que j'ai réussi à acheter l'appartement dans lequel nous vivons et la voiture que nous utilisons. J'ai aussi été celui qui subvient à ses besoins, bien avant même que nous nous fiancions. Vous voyez, ma fiancée vit avec moi dans mon appartement depuis que nous avons commencé à sortir ensemble. En plus de cela, elle utilise ma voiture quand elle le veut, et je n'en ai jamais fait un problème. Pour les dépenses du mariage, en plus de mes économies, même mes parents ont contribué pour nous aider avec les coûts. Ils ont mis leur propre argent pour que tout soit parfait pour le grand jour, parce qu'ils étaient heureux de nous voir commencer notre vie ensemble. Ce n'est pas qu'elle gaspille son argent, mais son travail n'est pas aussi bien payé que le mien. Elle contribue d'autres manières, comme en achetant les courses et en gardant la maison en ordre. C'est pour cela que ça m'a fait si mal quand elle a transformé ce qui aurait dû être une conversation pratique sur le budget du mariage en attaque personnelle contre mon caractère et mon intelligence. Ma fiancée insistait pour avoir une sculpture de glace et des danseuses de cabaret pour accueillir les invités dans la salle. Pour moi, c'était excessif et inutile, surtout si l'on considère tout l'argent que nous dépensions déjà.
Je lui ai dit que cela n'avait aucun sens de dépenser autant pour ce genre de choses alors que nous avions déjà tellement de dépenses qui s'accumulaient. Au lieu d'en discuter calmement, elle m'a attaqué. Elle a commencé à m'insulter, à me traiter de tous les noms, et à chercher toutes les façons possibles de m'attaquer avec ce qui pouvait me blesser. J'ai essayé de la calmer, mais elle a perdu le contrôle dans l'une de ses crises. Ce n'était pas une dispute normale où l'on dit quelque chose méchante et puis c'est tout, elle était en mode lancer des objets, elle était en mode destructrice. Elle a commencé à lancer tout ce qu'elle avait sous la main. Parmi les choses qu'elle m'a lancées, il y avait les assiettes du dîner, même lorsque je lui demandais de se calmer. Je venais tout juste d'acheter de nouvelles assiettes en céramique pour que nous ayons de belles choses pour commencer notre nouvelle vie. Les voir se briser sur le sol m'a semblé symbolique de ce qui nous arrivait, les choses se brisaient plus vite que je ne pourrais jamais les réparer. Entre deux cris, elle répétait les mêmes accusations, que je ne lui donnais jamais ce qu'elle voulait, que je ne la traitais pas comme elle le mérite, et que c'était comme si je ne voulais même pas me marier avec elle. Honnêtement, je ne comprenais pas pourquoi elle était si en colère et bouleversée contre moi. Ce n'est pas que je voulais la priver d'un jour spécial, je voulais simplement que nous soyons raisonnables. J'ai essayé d'expliquer que, entre mes économies et l'argent que mes parents avaient généreusement contribué, nous avions largement de quoi organiser un beau mariage. Nous n'avions pas besoin de luxe ostentatoire et inutile pour que ce soit significatif. Je lui ai dit que, dans mon cœur, un mariage est censé être à propos de deux personnes qui s'engagent l'une envers l'autre, pas un spectacle pour les invités. Pour moi, les vœux, l'amour et la célébration avec les personnes que nous aimons le plus étaient ce qui comptait vraiment, pas de dépenser des milliers de dollars pour des sculptures de glace et des danseuses juste pour impressionner les autres. Mais peu importe comment je l'expliquais, elle ne semblait pas m'écouter. Nous avons donc eu cette dispute. J'avais l'impression qu'elle se souciait davantage des apparences et de ce que les gens pensaient que de la vie que nous essayions de construire ensemble. À un moment donné pendant la discussion, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit qu'elle ne savait même plus qui j'étais. Elle m'a dit que c'était comme si j'étais devenu une personne complètement différente qu'elle ne voulait plus épouser. Ensuite il y a eu toute l'histoire des assiettes que je vous ai déjà racontée, et comme je pense que c'était le plus important, je l'ai mentionné en premier. Mais après cette scène, d'autres choses se sont produites, cela ne s'est pas arrêté là. Elle s'est précipitée vers la chambre. Je l'ai suivie, seulement pour la voir sortir sa valise et y jeter des vêtements à l'intérieur. Elle a commencé à dire qu'elle avait besoin de temps loin de moi. Nous étions sur le point de nous marier, elle se comportait comme une folle, et apparemment c'était elle qui avait besoin de temps loin de moi. Je lui ai dit que si elle avait besoin de temps, il vaudrait mieux annuler tout le mariage et ne pas perdre notre temps. Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui quitte la maison pour avoir besoin de temps, et qui revient quelques jours plus tard comme si tout allait bien. Elle a répondu que cela lui allait d'annuler tout, mais elle a attrapé ses chaussures et me les a lancées. L'une m'a frappé directement sur la joue, l'autre, j'ai réussi à l'éviter rapidement. Au lieu de me demander si j'allais bien, au lieu de s'excuser de m'avoir blessé, elle a continué à hurler contre moi, la voix pleine de poison. Les cris étaient devenus si forts à ce moment-là que je n'ai pas été surpris d'entendre quelqu'un frapper à la porte. Je suppose que l'un des voisins a appelé la police en entendant le chaos. Quelques instants plus tard, 2 policiers étaient à notre porte. Immédiatement, ma fiancée, réalisant que l'arrivée de la police pouvait conduire à son arrestation, a commencé à me supplier de ne rien dire contre elle. Elle m'a supplié, la voix soudain douce et tremblante, de ne pas la dénoncer et de ne pas porter plainte. Mais il était déjà trop tard pour cacher ce qui s'était passé. Dès que les policiers ont vu mon visage ensanglanté là où la chaussure m'avait frappé la joue, ils sont entrés sans hésiter. Leurs yeux ont parcouru la pièce, enregistrant le chaos autour de nous, des assiettes brisées sur le sol, des verres cassés partout dans le salon, des preuves évidentes d'une violente dispute. Ils ont immédiatement commencé à nous interroger, essayant de reconstituer ce qui s'était passé. Je leur ai raconté exactement ce qui s'était produit, tandis qu'elle essayait de minimiser la situation, comme si ce n'était pas si grave. Au moins, je dois admettre qu'elle n'a pas menti en disant que j'avais été l'agresseur et qu'elle s'était simplement défendue contre moi. Si elle avait fait cela, je ne serais peut-être pas en train d'écrire ceci, ou peut-être que si, parce que la police savait déjà qu'une femme criait, ce que les voisins avaient probablement signalé dans leur appel. En plus, elle n'avait pas une seule égratignure ni la moindre marque. Je ne pense pas non plus avoir élevé la voix pendant toute la discussion, et de l'extérieur elle semblait bien plus être l'agresseur que la victime. Finalement, les agents n'ont eu d'autre choix que de l'arrêter. Au moment où ils lui ont passé les menottes, elle a de nouveau perdu le contrôle. Elle s'est tournée vers moi en hurlant à plein poumon, m'accusant de ne pas l'avoir aidée. Elle agissait comme si je l'avais trahi, comme si j'étais responsable du fait qu'il l'emmenait, alors que c'était elle qui avait provoqué tout cela. C'était la chose la plus surréaliste, parce que c'était la femme que j'étais sur le point d'épouser, et au lieu de cela, elle était emmenée menottée pour m'avoir agressé. Avant de partir, les policiers se sont tournés vers moi et m'ont dit que je devais recevoir des soins médicaux. Ils pouvaient voir la coupure sur ma joue, qui saignait encore, ainsi que les marques sur mes bras. Suivant leurs conseils, je suis allé à l'hôpital cette nuit-là et j'ai reçu des points de suture. Pendant toute la nuit, mon téléphone n'a pas cessé de vibrer. Sa famille et ses amis m'ont bombardé d'appels, les uns pires que les autres.
Au lieu de demander si j'allais bien, au lieu de s'inquiéter de la raison pour laquelle j'étais blessé, ils me criaient dessus. Ils m'ont traité de faible, m'ont dit que je n'étais pas assez homme, et m'ont accusé d'être responsable de son arrestation, comme si mon seul rôle devait être de couvrir ses actes, peu importe ce qu'elle faisait. Pendant ce temps, mes propres parents étaient très inquiets pour moi, me demandant sans cesse si j'allais bien et si j'avais besoin de quelque chose. Ils m'ont dit qu'ils étaient simplement reconnaissants que je sois en sécurité. Aujourd'hui, quelqu'un a payé sa caution. Je ne sais pas encore qui l'a fait, parce qu'il est évident que je n'allais pas obtenir de réponse de sa part. Quant à savoir qui aurait pu payer la caution de cette femme, c'est probablement quelqu'un qui me déteste en ce moment. Peu importe ce qu'elle a fait, elle a des défenseurs qui me voient comme le méchant et elle comme la pauvre victime qui a dû m'attaquer. Ce sont des invités de son côté, des amis à elle, donc cela ne me surprend pas du tout. Quand elle est revenue à la maison, elle ne s'est même pas arrêtée pour parler. Elle est allée directement dans la chambre, a sorti sa valise et a commencé à ranger tous ses vêtements. Entre deux sanglots, elle continuait de me blâmer, disant que j'avais tout détruit, que je l'avais humiliée, que j'étais la raison pour laquelle elle avait été arrêtée. Moi, je suis resté à distance, attendant simplement qu'elle prenne toutes ses affaires et qu'elle ne fasse pas encore dégénérer la situation. Un moment plus tard, on a frappé à la porte. Un de ses amis est venu la chercher et, sans même me regarder, il a pris ses valises et est parti avec elle. Son ami n'a pas dit grand-chose non plus, apparemment, je suis le méchant pour ce que j'ai fait. Il ne faisait pas partie de ceux qui m'ont écrit, mais ce n'est pas très difficile de deviner ce qu'il pense réellement. 2 heures après son départ, j'ai reçu un appel de la salle où devait se tenir notre événement. La personne au téléphone m'a dit que ma fiancée les avait contactés directement et avait annulé la réservation. Je pense que c'est la seule bonne chose qu'elle ait faite ces dernières heures. Avec tout ce chaos ici et là, je n'ai même pas eu le temps de penser à annuler quoi que ce soit. Au moins, elle m'a épargné cela, même si je pense qu'elle l'a fait par rancune, en pensant que je n'allais pas le faire et que cela prouverait qu'elle en avait fini avec moi. Il reste encore beaucoup de choses à annuler, sans compter prévenir ceux qui ne savent pas encore que le mariage est annulé. Mes parents et certaines personnes de mon côté le savent déjà. Je n'ai même pas eu besoin de le dire, savoir ce qui s'est passé l'autre nuit suffit pour comprendre qu'il n'y aura pas de mariage. Voilà tout, j'avais juste besoin de parler à quelqu'un après que, fondamentalement, tout soit parti en enfer en quelques heures, ou en quelques jours. Mise à jour 1. J'ai lu les commentaires et je remarque que les gens posent les mêmes questions encore et encore, alors j'ai décidé de faire une petite séance de questions-réponses. Je n'ai pas beaucoup d'informations sur mon ex-fiancée pour le moment. Je ne sais pas où elle loge ni ce qu'elle fait. Pourquoi continues-tu à l'appeler ta fiancée après tout ce qu'elle a fait? Honnêtement, je ne sais pas comment l'appeler autrement pour l'instant. Je ne veux pas lui donner un nom, parce que je sais que ça ne se termine jamais très bien et qu'à la longue on finit par écrire le vrai. Et jusqu'à récemment elle était ma fiancée, même si techniquement tout est annulé et qu'il n'y a aucune possibilité que nous nous marions. Pas que j'en ai envie maintenant, mais j'en parlerai plus tard. Pourquoi n'as-tu pas payé sa caution après son arrestation par la police? Parce que, littéralement, cette personne ne m'importait plus. Elle t'attaque, te fait passer pour le méchant, et je n'allais pas laisser passer ça. Le fait que je l'ai aimée à un moment ne signifie pas que je vais tolérer tout ce qu'elle fait. Je ne dis pas non plus que je ne l'aime plus maintenant, ce que j'ai aussi lu dans les commentaires. Mais aimer quelqu'un et savoir ce qui est bon pour toi sont deux choses différentes. Elle aurait pu choisir d'avoir une conversation avec moi, à propos de n'importe quoi. Au lieu de cela, elle a choisi de faire tout ça. Avait-elle déjà été violente physiquement auparavant? Le fait de lancer des assiettes est nouveau. Elle a déjà fait des crises par le passé, mais détruire des choses ou crier comme elle l'a fait ce jour-là est nouveau. C'est pour cela que je ne peux pas passer ça sous silence. Ce n'est pas quelque chose qui va miraculeusement s'arrêter simplement parce que c'est toi qui paies tout. Ma fiancée, ex ou peu importe, vous allez vraiment finir par me faire lui donner un nom, n'a pas un super travail. Même son voyage n'a pas été payé par elle, mais par ses amis qui ont acheté le billet et organisé tout ça. Ce n'est pas que je paie tout, seulement les choses liées au mariage. Comme je l'ai déjà dit, elle paie certaines choses pour la maison. Penses-tu qu'elle t'a trompé pendant son enterrement de vie de jeune fille? Je pense que c'est le sujet le plus discuté dans les commentaires, ce qui est logique. Je n'ai aucune preuve, donc je ne peux pas l'accuser de quelque chose que je ne peux pas prouver. Mais j'avoue y avoir pensé, puisqu'elle est revenue complètement différente. Elle était froide, distante et en colère, comme si elle s'était émotionnellement fermée. Je n'ai pas de preuves, mais je n'en ai pas vraiment besoin non plus. À ce stade, tout est terminé entre nous, donc si elle m'avait été infidèle, ce serait simplement la cerise sur le gâteau dans mon évaluation d'elle. La seule chose qui me surprendrait serait qu'elle ne l'ait pas été. Veux-tu toujours l'épouser? À ce stade, je pense avoir déjà répondu à cette question. Mon cœur ne peut pas simplement s'éteindre et décider que je ne l'aime plus du jour au lendemain, mais je ne peux pas non plus écouter seulement mon cœur. Il y a trop de signaux d'alerte pour que mon cerveau ne dise pas « Stop, je prends le relais ». Je suis dévasté et confus, mais pas au point de commettre la pire erreur de ma vie. Mise à jour 2. Après tout ce qui s'est passé, il me reste une question persistante que je n'arrive pas à sortir de ma tête. Pourquoi? Pourquoi ma fiancée a-t-elle changé si soudainement, de manière si radicale?
Rien ne semble avoir de sens, sauf l'infidélité. Tout pointe vers cet enterrement de vie de jeune fille et, même si j'ai dit que je n'allais pas changer ma décision, je ne pouvais pas non plus rester dans le doute. Alors j'ai décidé d'essayer de découvrir la vérité par moi-même, un petit travail de détective. J'ai réfléchi à la personne vers qui je pourrais me tourner. Et une personne m'est venue à l'esprit, l'une de ses amies qui était présente pendant ce voyage et qui pourrait avoir le cœur de me dire la vérité. J'ai écarté les autres parce que je savais qu'elles allaient tout couvrir. Cette amie a également été proche de moi au fil des années, pas seulement d'elle. Je l'ai toujours considérée comme quelqu'un de fiable, quelqu'un sur qui je pouvais compter. En fait, je l'ai même aidé une fois à trouver un emploi en la recommandant dans mon ancienne entreprise. C'est pour cela que j'ai pensé que si je voulais obtenir la vérité, ce serait par elle. Je lui ai envoyé un message, simple mais honnête. Je lui ai demandé de me dire, s'il vous plaît, si quelque chose s'était passé, n'importe quoi, qui pourrait expliquer pourquoi mon ex-fiancé agissait de façon aussi étrange et soudaine. Je lui ai promis que tout ce qu'elle me dirait resterait entre nous, que je n'en parlerais à personne d'autre. Je savais qu'il n'y avait qu'une chance sur deux qu'elle me réponde, et encore moins qu'elle me dise la vérité. Elle pouvait très bien m'ignorer ou mentir pour ne pas se mêler de tout ça, surtout si elle avait l'impression de trahir la confiance de mon ex. Mais malgré l'incertitude, cela semblait être mon seul espoir. Après des heures à fixer mon téléphone, à attendre et à espérer, j'ai finalement reçu un appel de son amie. Heureusement, elle m'a tout raconté. Elle m'a dit que depuis l'une des nuits de cette fête, elle portait une énorme culpabilité. Elle ne pouvait plus garder le silence parce qu'elle savait que je ne méritais pas de rester dans l'ignorance. Il s'avère que ma fiancée me trompait, pas avec un seul homme, mais avec plusieurs. Son amie a admis qu'elle ne connaissait pas tous leurs noms ni les détails, mais que ma fiancée l'avait raconté ouvertement à son groupe d'amis pendant ce voyage. Et comme si cela ne suffisait pas à me détruire, elle m'a dit quelque chose d'encore pire. Selon elle, ma fiancée avait dit au groupe qu'elle m'épousait uniquement pour l'argent, surtout parce que j'avais déjà un appartement et que je n'étais pas un pauvre loser. Ce n'est pas vraiment une surprise, mais entendre ces mots ne m'a pas fait me sentir mieux. Savoir que la femme que j'aimais, celle que j'étais sur le point d'épouser, avait réduit notre relation à une simple sécurité financière était plus qu'humiliant. Et non, je ne pense pas que toutes les femmes soient comme ça, mais celle que j'avais choisie, apparemment, avait ses idées. L'amie de ma fiancée m'a également envoyé des photos qui prouvaient tout ce qu'elle m'avait dit. Les premières montraient ma fiancée et ses amis dans leur Airbnb, riant et dansant avec des stripteaseurs. Je ne savais pas si je devais continuer à faire défiler les photos pour voir la suite, mais je l'ai fait, et d'une certaine façon, c'était une bonne chose. Vous comprendrez bientôt pourquoi. Puis est venue l'image que je ne pourrai jamais effacer de mon esprit, ma fiancée conduisant l'un de ses stripteaseurs vers sa chambre. L'implication était claire, il n'y avait plus de place pour des excuses ou pour le déni. Je n'avais pas de preuve des autres infidélités, mais cela suffisait. Les enterrements de vie de jeunes filles ne sont pas un laissez-passer, donc cela compte aussi. Malgré tout, j'ai réussi à remercier son amie pour son honnêteté. Je lui ai promis que je ne la mettrais jamais dans une situation dangereuse pour m'avoir dit la vérité, parce que je savais combien cela devait être difficile pour elle de trahir ainsi sa propre amie. Mais elle m'a encore surpris. Elle m'a dit qu'elle ne voulait plus être amie avec ma fiancée après ce qu'elle avait fait, pas seulement à moi, mais aussi à elle-même. C'était comme si elle avait atteint sa propre limite. Avec tout ce que je sais maintenant, avec la vérité nue devant moi, j'ai pris une décision. Je vais révéler au grand jour qui est vraiment ma fiancée. Pendant des jours, j'ai été accusé, blâmé et humilié pendant que sa famille et ses amis la défendaient aveuglément, me présentant comme le méchant. Mais maintenant, je vois les choses clairement. Toute personne qui choisit de prendre son parti, malgré ce qu'elle a fait, est aussi coupable qu'elle. Ils veulent la défendre? Très bien, alors qu'ils défendent aussi toutes ces preuves d'infidélité. C'est facile de défendre quelqu'un quand c'est la parole d'une personne contre celle d'une autre, mais on verra combien de personnes la défendront face aux preuves irréfutables qu'elle a été la pire fiancée du monde. J'ai la permission de son amie d'utiliser tout cela, et elle ne se soucie pas vraiment des conséquences. Elle m'a dit qu'elle se sent aussi coupable d'avoir gardé cela pour elle pendant un certain temps, alors un peu de pression ne lui fera pas de mal. Mise à jour 3. Eh bien, les gens, cela fait quelques jours depuis ma dernière mise à jour et j'ai finalement fait ce que j'avais dit que je ferais. Je me suis assis et j'ai écrit un long message sur les réseaux sociaux, exposant mon ex-fiancée pour tout ce qu'elle m'a fait. Ce n'était pas facile de révéler tout cela, mais après que sa famille et ses amis m'ont présenté comme le méchant pendant si longtemps, je savais que je devais montrer la vérité. Dans ce message, j'ai tout raconté, comment elle s'est retournée contre moi juste après son enterrement de vie de jeune fille, comment elle a cherché la dispute, comment elle m'a agressé, et enfin comment elle m'a trahi. Mais je ne me suis pas arrêté aux mots, j'ai aussi joint des preuves, parce que je savais que certaines personnes allaient nier ou m'accuser de mentir. Je m'attendais aux commentaires habituels, tu mens, tu es un loser qui déteste que ta fiancée t'ait quitté. J'ai inclus toutes les informations que sa propre amie m'a données, montrant ma fiancée avec des stripteaseurs dans l'Airbnb puis s'éclipsant avec l'un d'eux vers sa chambre. En plus de cela, j'ai joint ma déclaration officielle à la police datant de la nuit où elle a été arrêtée. Et parce que les mots ne suffisaient pas à montrer ce que j'avais enduré,
j'ai aussi ajouté des photos des blessures que j'ai subies à cause de sa grosse chaussure. Certaines personnes se sont plaintes en disant qu'une chaussure ne pouvait pas provoquer ce genre de blessure, mais, et ce n'est pas parce que je suis en colère contre elle, mon ex a de grands pieds. En plus, elle a utilisé la chaussure la plus dure et la plus lourde qu'elle pouvait trouver, comme si elle avait soigneusement choisi son arme. Dans mon message, j'ai aussi pris soin d'écrire en détail quelque chose qui est souvent mal compris, le fait d'être un homme ne signifie pas que je ne peux pas être victime de violence. La société a tendance à supposer que les hommes sont toujours les plus forts, que nous ne pouvons pas être blessés ou manipulés dans une relation, ou que je pourrais forcément éviter une chaussure lancée vers mon visage. Mon ex-fiancée a joué au softball pendant un certain temps, donc elle lance très bien. Mais la vérité est très différente, je voulais que les gens comprennent que la violence n'a rien à voir avec le genre, elle concerne le pouvoir, le contrôle et la trahison. J'ai également expliqué à sa famille et à ses amis pourquoi ils étaient aussi coupables qu'elle. Ils l'ont protégée, excusant son comportement, tout en connaissant une grande partie de la vérité sur ce qui s'était passé. Je leur ai dit qu'ils ne devraient pas s'en tirer aussi facilement, puisqu'ils ont fermé les yeux sur la manipulation et les violences physiques que j'ai subies. Ce n'était pas seulement la faute de ma fiancée, c'était aussi celle de toutes les personnes autour d'elle qui ont permis ce comportement. C'était brut, douloureux et humiliant d'exposer ma vie privée aux yeux de tout le monde. Mais en même temps, c'était nécessaire pour qu'il n'y ait plus aucun doute sur ce qui s'était passé et pour que mon ex-fiancé ne puisse pas s'en sortir sans conséquence. Après la publication, beaucoup de personnes, amis comme inconnus, m'ont contacté pour m'apporter leur soutien, exprimer leur choc et me dire qu'elles n'arrivaient pas à croire ce que j'avais traversé. Certains m'ont remercié d'avoir parlé et d'avoir montré que les hommes peuvent aussi être victimes de violences. Peut-être que je m'attendais à une réaction différente, mais j'ai été surpris. Même des personnes qui étaient initialement de son côté ont changé d'avis, même si, honnêtement, je ne crois plus vraiment ces gens-là. Bien sûr, tout le monde n'a pas réagi aussi bien, ce qui était à prévoir. La famille et les amis de mon ex-fiancé se sont déchaînés. Dès qu'ils ont vu la publication, ils ont commencé à m'écrire, à commenter et à m'appeler pour tenter de la défendre. Ils m'ont insulté, m'ont accusé de mentir et ont dit tout ce qui leur passait par la tête sans vraiment réfléchir. Je veux dire, ces idiots ont les photos sous les yeux et pourtant ils m'accusent de mentir. Bien sûr, j'ai sûrement menti sur le fait que mon ex-fiancé conduisait un homme dans une chambre, parce que, ça ne s'est pas passé pendant l'enterrement de vie de jeune fille, parce que, ça a sûrement eu lieu il y a longtemps, alors qu'elle a exactement la même apparence que maintenant. Et parce que ça, ne s'est pas passé pendant l'enterrement de vie de jeune fille, ça rendrait la chose meilleure. Franchement, je n'en peux plus de cette absurdité. Certains ont même essayé de me manipuler psychologiquement, en insistant sur le fait qu'elle était la victime et que c'était moi qui créais le drame. Vous avez des photos, un rapport de police, l'ex-ami qui répond dans les commentaires, et pourtant vous pensez qu'elle est la victime. Eh bien, je ne pense pas qu'une personne saine d'esprit devrait répondre à ces gens, parce que c'est comme parler à un mur. Plus tard, mon ex-fiancée m'a appelé. Elle pleurait de manière incontrôlable, la voix tremblante, en essayant de s'expliquer. Elle disait que ce n'était pas ce que la photo laissait croire, que cela avait été sorti de son contexte. Oui, bien sûr, le contexte, c'est elle qui tient la main d'un homme en allant vers une chambre. Combien de personnes peuvent croire ça? Elle a dit qu'elle allait seulement lui montrer quelque chose. Nous savons tous ce qu'elle allait lui montrer, inutile que je l'écrive ici. Elle a essayé de se justifier, de trouver des excuses et de faire appel à ma compassion. Je lui ai dit de ne pas perdre son temps à m'expliquer, j'avais déjà toutes les explications nécessaires, et même plus. Elle m'a dit que ses amis commençaient à la rejeter, à prendre leur distance, et que ma publication était en train de ruiner sa vie, atteignant de plus en plus de personnes chaque heure. Elle m'a supplié de la supprimer au nom des années de relations que nous avions eues. Sans doute les mêmes choses auxquelles elle pensait pendant qu'elle me trompait. Elle a essayé de faire appel à mes émotions avec des larmes et des excuses. Mais après tout ce qu'elle a fait, les mensonges, l'infidélité, la violence et l'humiliation, je n'allais pas la retirer. Je me suis contenté d'écouter, parce que j'enregistrais toute la conversation depuis que j'avais vu que c'était elle qui appelait. Vous voulez deviner où cet enregistrement s'est retrouvé après la conversation? Exactement, en partie sur les réseaux sociaux. Mais pas seulement, aussi à la police. Pendant l'appel, elle a admis certaines des choses qu'elle avait faites cette nuit-là. Je lui ai dit que je ne supprimerais pas la publication, quoi qu'elle dise ou fasse. Puis elle a essayé de m'intimider. Elle m'a menacé de me poursuivre pour diffamation, affirmant que ma publication nuisait à sa réputation. Je lui ai répondu, vas-y, fais-le, en sachant que j'enregistrais tout. Je lui ai rappelé quel était l'agresseur dans cette situation. Entre les preuves de son infidélité, les photos, le rapport de police et les preuves de la violence physique qu'elle m'a infligée, il me serait extrêmement facile de contre-attaquer en justice et de l'exposer encore davantage. Elle m'a insulté et a raccroché, furieuse. La chose amusante, c'est que j'ai l'impression d'être un menteur, parce que même si elle ne me poursuit pas et que je ne peux pas la contre-attaquer, je vais quand même la poursuivre en justice. Je sais que cela prolongera probablement mon histoire un peu plus longtemps, mais j'ai l'intention d'obtenir des conséquences pour tout cela. Qu'elle me poursuive ou non, le résultat de mon procès, les conséquences avec la police, tout. Eddie,
Je vais la poursuivre en justice parce que son infidélité et sa crise de rage ont mis fin à notre relation, je veux récupérer tout l'argent que j'ai dépensé pour ce mariage. Je ne sais pas à quel point c'est attaquable en justice, mais je dois rencontrer un avocat dans quelques heures. Mise à jour 4. Je sais que cette mise à jour ne plaira pas à certaines personnes. Certains veulent que le drame continue aussi longtemps que je publie des mises à jour, mais moi je suis simplement reconnaissant que tout se termine, et d'une manière très positive pour moi. Je dois dire que nous n'avons pas eu besoin d'aller jusqu'au procès, car elle a proposé un accord financier pour payer les dépenses du mariage, les dégâts causés dans mon appartement, ainsi que d'autres dommages matériels et émotionnels. Oui, mon avocat a adoré ce dossier et a dit que nous allions obtenir tout ce que nous pouvions. L'accord était assez avantageux, et cela l'a obligé à contracter un prêt personnel juste pour pouvoir tout rembourser. L'autre possibilité était d'aller au procès, mais nous aurions peut-être obtenu beaucoup moins. Pouvoir régler cela en quelques mois et non en plusieurs années est, selon moi, une grande victoire. Un autre petit point concernait l'aspect pénal. Mon ex n'allait pas recevoir 10 ans de prison pour ça, mais elle a tout de même été condamnée à des travaux d'intérêt général, à une amende et à suivre un programme sur les violences de genre. Cette dernière partie a dû la rendre assez furieuse à elle seule. Tant mieux. Les réseaux sociaux se sont également retournés contre elle, à la fois avec mes nouvelles preuves et avec sa condamnation, même contre les quelques personnes qui continuaient à la défendre. Il y a eu de nombreuses fermetures de comptes, plus que ce pauvre OP ne peut en compter. Mon ex-fiancée ne peut même plus me contacter, même si elle le voulait, elle a une ordonnance qui l'en empêche pendant au moins quelques années, ce qui est magnifique pour ma tranquillité d'esprit. Je sais que certains voudraient que ce drame continue éternellement, avec 100 mises à jour, mais avoir résolu tout cela en si peu de temps est, je pense, une grande victoire pour moi. La seule idée qui me vient serait d'adopter un animal enragé et de le faire vivre avec moi, juste pour pouvoir publier de nombreuses mises à jour sur ce qui se passe. Eddie, je plaisante. Je veux vraiment que celle-ci soit la dernière. Alors ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. Cette histoire m'a vraiment un peu retourné le cerveau. Regardez, ce gars, appelons les choses comme elles sont, était une personne sincèrement patiente et financièrement responsable, qui a tout fait correctement et s'est quand même fait brûler. Il a acheté l'appartement, il a acheté la voiture, il a couvert les dépenses, il a même cuisiné des pâtes pour l'accueillir à son retour. Des pâtes? Et qu'a-t-il reçu en retour? Une chaussure en plein visage et une arrestation dans son propre salon. Magnifique. Maintenant, voici ce qui me frappe vraiment chez l'ex-fiancée. Au moment où elle est revenue de ce voyage d'enterrement de vie de jeune fille, elle n'était pas confuse ou dépassée, elle était coupable. Cette froideur, cette irritabilité soudaine, ces attaques personnelles sorties de nulle part, ce n'était pas quelqu'un qui avait besoin d'espace. C'était quelqu'un qui ne pouvait pas regarder dans les yeux la personne qu'elle avait trahie. Et au lieu de l'assumer, elle a utilisé sa patience comme une arme contre lui, en l'accusant de manipulation émotionnelle tout en lançant littéralement des assiettes en céramique. L'audace est franchement impressionnante, dans le pire sens du terme. Et ses amis et sa famille. Le traiter de faible parce qu'il a signalé une agression physique? Défendre quelqu'un qui a ouvertement admis, devant son propre groupe d'amis, qu'elle se mariait pour l'argent? Tout ce cercle a protégé son comportement jusqu'à ce que les preuves rendent impossible de continuer à le faire. Et ça veut tout dire. Mais voici, selon moi, la vraie leçon, et je veux que tout le monde l'entende clairement. La générosité financière n'est pas la même chose que la sécurité émotionnelle. Il a tout fourni matériellement, mais quelque part en chemin, elle a cessé de voir un partenaire et a commencé à voir une ressource. Et c'est une dynamique dangereuse dont on ne parle pas assez. Deuxièmement, la façon dont quelqu'un se comporte sous pression révèle qui il est vraiment. Pas pendant les bons jours, pas quand tout est facile, mais quand la personne est acculée, stressée ou prise sur le fait. Elle a choisi la destruction à chaque fois. Et enfin, la responsabilité n'est pas de la cruauté. Il n'a pas ruiné sa vie. C'est elle qui l'a fait. Lui, il a simplement arrêté de faire semblant que ce n'était pas le cas. Honnêtement, les pâtes méritaient mieux. Merci de m'avoir regardé aujourd'hui sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.